Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre et votre podcast du jour est animé par Anne Marchand. Bonjour et merci de vous informer avec Canal Z dans votre Z Podcast aujourd'hui. Nous avons un système qui ne répond plus aux attentes des patients. Les hôpitaux sont en grande souffrance, comme le déplore l'administrateur des directeurs d'hôpitaux. Côté finance, les EFT sont en plein essor. L'avantage d'investir au travers d'un ETF, c'est que ça ne nécessite pas d'investir ou d'acheter les 500 actions sous-jacentes. Dans la suite de votre épisode, la BCE revoit ses taux directeurs. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. Vous le savez sûrement, le secteur du soin est dans le rouge. Sans une réorganisation en profondeur du système de santé, il sera impossible d'assurer des soins adéquats à l'avenir. L'Association des directeurs d'hôpitaux tire la sonnette d'alarme en publiant un livre blanc. Sans réforme structurelle, l'accessibilité, le coût et l'efficacité des soins de santé sont en péril. Gilbert Béjani est administrateur de l'association. Nous avons un système, voilà, c'est ça le constat, qui ne répond plus aux attentes des patients et à la situation sanitaire. Ça veut dire le vieillissement de la population, l'augmentation des pathologies chroniques, les nouvelles technologies qui coûtent très cher, des nouveaux traitements qui coûtent très cher. Donc il faut faire quelque chose. Et le système actuel, il incite à la dépense. En 2021, les dépenses de santé ont dépassé 55 milliards d'euros. Selon l'OMS et l'OCDE, environ 30% de ces ressources sont gaspillées, principalement en raison de la fragmentation du financement et de l'organisation des services. Malgré ce constat, la BDH ne réclame pas de financement supplémentaire. On est dans la moyenne des pays de l'Europe au niveau de la consommation pour les soins de santé, donc 11% du PIB. Visiblement, s'il faut plus d'argent, il faut le reprendre ailleurs, à la pension ou à l'éducation ou à d'autres secteurs. Donc, pour être raisonnable, il ne faut pas plus d'argent. Il faut certainement une autre organisation et un autre modèle de financement. Il faut que le modèle, donc quand on décide de financer quelque chose, l'objectif, c'est qu'il soit fait mieux, moins cher. La nouvelle approche repose sur le concept de Value-Based Healthcare, visant à optimiser durablement les résultats pour les patients, tout en maîtrisant efficacement les ressources et les coûts. Cette transformation s'appuiera sur l'innovation, la digitalisation et la mise en place d'un organe fédéral de coordination dédié à piloter cette transition. Au niveau du SPF Santé, de l'INAMI, on peut créer une sorte de bureau du Value-Based, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup d'actions qui sont prises dans ce sens, qu'elles se fassent plus vite et qu'elles se fassent toutes en même temps. Donc on attend clairement une réorganisation des soins et du financement. Z sur 7 à la une. Les EFT, fonds négociés en bourse en bons français, ont la cote. Selon un sondage réalisé par nos confrères de l'Écho, un nombre croissant de Belges investissent dans les EFT. Ces fonds d'investissement reproduisent simplement les performances de l'indice auquel ils sont associés. Leur accessibilité et leur coût abordable en font une option attrayante pour de nombreux investisseurs. Frédéric Steinkuller, responsable investissement pour Waterloo Asset Management. L'avantage d'investir au travers d'un ETF, c'est que ça ne nécessite pas d'investir ou d'acheter les 500 actions sous-jacentes. J'achète un ETF du S&P 500, disons qu'il vaut $100 aujourd'hui pour faciliter les choses, eh bien ces $100 sont subdivisés sur les 500 actions sous-jacentes au prorata de ce que chacune pèse dans l'indice. Si je voulais le faire par moi-même et que je devais acheter une action de chacune des valeurs du S&P 500, ça me coûterait beaucoup plus cher, je ne pourrais pas le faire pour un petit montant de $100. L'investissement en EFT repose sur une gestion passive, ce qui signifie qu'il ne requiert pas une analyse financière continue. Bien que cela contribue à réduire les coûts de transaction, cette approche ne permet pas toujours d'éliminer les inefficacités du marché. Malgré cela, la formule connaît un succès grandissant. On dénombre aujourd'hui 13 000 EFT à travers le monde, regroupant 12 milliards de dollars d'actifs. Z sur 7 à la une.
La Bibliothèque royale est l'un des membres de Brussels Museum. Cette vaste fédération professionnelle rassemble 130 musées bruxellois, qu'ils soient publics ou privés. Le secteur muséal est non seulement reconnu pour sa contribution culturelle et sociétale, mais il représente également un pilier économique majeur, générant de nombreux emplois directs et indirects. Jean-François Lecomte, président de Brussels Museum, nous vante les mérites de cette fédération. Un emploi salarié dans un musée, en fait, a une répercussion sur 2,77 emplois dans le secteur muséal à Bruxelles. Donc, c'est évidemment extrêmement important. Ça pèse l'équivalent de 2 fois ce que pesait Audi en région bruxelloise. Les 130 musées représentés par la fédération emploient environ 4 680 équivalents temps plein et génèrent 5 350 emplois indirects et induits. Cependant, qualifiés de non essentiels durant la pandémie, le secteur culturel et les musées en particulier ont été durement touchés. Aujourd'hui encore, des incertitudes persistent quant à la pérennité de certains financements. Ben oui, on sait bien que les budgets publics sont rares à tous les niveaux de pouvoir. Donc plus on objective le rôle que peuvent jouer aussi les musées dans cette dynamique socio-économique, c'est aussi des arguments pour plaider vers les différents pouvoirs subsidiants. Cependant, l'impact de cette étude reste incertain. Hier, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté de manière définitive le budget pour 2025, avec pour objectif principal de stabiliser le déficit global. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. En écoutant Z sur 7, vous profitez des dernières analyses financières sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, notre experte boursière est Caroline Palumbo de BNP Paribas Fortis. Elle évoque l'annonce de la BCE, une baisse de 25 points de base de son taux directeur qui s'élève désormais à 3%. La décision était largement attendue par les marchés. Oui, les marchés l'avaient complètement anticipé. Donc ce scénario qui est celui de la Banque centrale, c'est un scénario d'une croissance économique qui commence tout doucement à flétrir, on va dire, et une inflation qui se dégonfle, qui est assez proche désormais des 2%, le target de la Banque centrale. Donc la décision est logique. Elle s'accompagne aussi d'une révision des prévisions de croissance. On est passé de 1,3 à 1,1% pour 2025. Et donc dans la foulée, on a des taux à long terme et un euro qui ont baissé. Alors si on écoute le propos de Christine Lagarde, elle a un discours qui n'est pas tout à fait ambivalent, mais qui pourrait le paraître, c'est-à-dire qu'elle a une politique qui reste restrictive sur du long terme, donc le fonds reste restrictif, mais elle s'adapte de manière pragmatique en baissant les taux et en réagissant systématiquement aux indicateurs économiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui rassure beaucoup les marchés. Elle n'a pas baissé les taux non plus de 50 points de base, qui les aurait peut-être un peu affolés. Et donc, on voit que cette baisse de taux continue quand même, de toute façon, à les rassurer, puisque un coût de dette moins cher, c'est des entreprises qui vont mieux. L'économie en mouvement. Le think tank Itinéra dévoile les tendances du moment sur le marché du travail et en économie. Marc DeVos d'Itinéra s'intéresse au sort de l'Ukraine à la suite de l'élection de Trump. Première question. Donald Trump rentrera-t-il dans l'histoire comme fossoyeur ou comme sauveur de l'Ukraine ? Évidemment, pendant la campagne, il a déclaré de régler la guerre en 24 heures, ce qui signifierait une victoire russe pure et dure. Mais ce qui a commencé en Ukraine comme une guerre européenne est désormais un conflit mondial. L'Iran, la Corée du Nord, la Chine sont tous impliqués en support de la Russie. L'Ukraine est un précédent pour d'autres sources de conflits, comme le Taïwan, les Balkans, le Moyen-Orient. Les intérêts stratégiques des États-Unis sont en jeu. Et Trump ne voudra pas surtout être pour l'Ukraine ce que Biden a été pour l'Afghanistan. On le voit déjà dans son gouvernement, son secrétaire d'État, son conseiller à la sécurité nationale et même son envoyé spécial en Ukraine. Ils partagent le désir de mettre fin à la guerre, mais ils ont souligné de ne pas vouloir le faire sur base d'une capitulation et une humiliation. Ce qui rend la nouvelle position probable des États-Unis proche de celle de l'Ukraine elle-même. Le président Zelensky a déclaré récemment que l'Ukraine serait prête à céder temporairement du territoire, mais à condition qu'il y ait des garanties en matière de sécurité et d'autonomie. Deuxième question. Dans ce cas, quelle issue serait envisageable ? Une paix par la force.
Pour rendre cela réaliste, il faut renforcer davantage l'Ukraine, ce qui nous amène en Europe. Si nous proposons de l'argent, davantage d'investissement, nous pourrons proposer un deal fantastique à Donald Trump. Trump deviendra le pacificateur historique, l'anti-Biden qui sauve les intérêts américains des conflits étrangers, qui fait payer l'Europe pour sa propre défense à l'Amérique et qui se montre même plus fort que Poutine lui-même. C'est un deal qu'il ne peut pas refuser. C'est à nous de le proposer. Z sur 7, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Si vous en voulez encore, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour d'autres actualités. Merci et à bientôt. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Bienvenue à la Minute Cybersécurité. Je suis Phédra et aujourd'hui nous évoquons le Supply Chain Attack. Une attaque de la chaîne d'approvisionnement est une cyberattaque au cours de laquelle les criminels tentent de pénétrer dans votre système d'entreprise par l'intermédiaire de vos fournisseurs ou de vos vendeurs de logiciels. Ils exploitent les vulnérabilités des systèmes de vos partenaires pour accéder à vos données. Supposons que votre entreprise utilise des logiciels d'un fournisseur tiers. Ce fournisseur est piraté et les attaquants installent des logiciels malveillants dans une mise à jour qui est également installée sur votre réseau. Soudain, les attaquants ont accès à vos systèmes par l'intermédiaire du logiciel d'un partenaire de confiance. Comment protéger votre entreprise contre les attaques de la chaîne d'approvisionnement ? 1. Choisissez des fournisseurs qui accordent de l'importance à la cybersécurité. 2. Surveillez les mises à jour des logiciels et vérifiez l'origine de nouvelles installations. 3. Veillez à la segmentation de votre réseau pour limiter les dégâts en cas d'attaque. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web atwork.cphoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.